Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Courtoisie, chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du libre journal Vive la civilisation européenne, entouré de mes chroniqueurs habituels. Merci à vous d'être là, les amis. Elles sont partout. À Paris, à Berlin, à la Commission de Bruxelles, on parle des ONG. Que ce soit lors de spectaculaires débats grand public concernant les affaires étrangères ou l'immigration, vous en entendez parler à heure de grande écoute à la télévision, ou, et ça vous en entendez moins parler, lors de réformes techniques où la modification d'un paragraphe peut entraîner des conséquences financières énormes, les ONG et les lobbyistes effectuent un travail d'influence particulièrement efficace. Leur statut est encadré, mais grâce à la complicité de technocrates de ce nouveau monde, le nouveau monde macronien notamment, aux techniques de propagande redoutables et à la prévalence finalement de la morale sur le politique, elles imposent peu à peu leur programme au détriment des peuples, à votre détriment et de la souveraineté des nations. Inféodés à des intérêts étrangers ou parfois purement corporatistes, les ONG opèrent à visage découvert, comme de véritables mercenaires. C'est le nom de notre émission, ONG, les nouveaux mercenaires. Bénéficiant de points de passage de plus en plus nombreux avec le pouvoir, comme le prouvent deux exemples édifiants, celui de le parcours de Cécile Duflot, Oxfam, ou de Pascal Canfin, WWF, on va reparler de ces deux personnages tout à l'heure, ces ONG court-circuitent finalement les institutions devenues plus ou moins impuissantes. Alors, avec les invités que je vais rapidement vous présenter, nous allons nous poser un certain nombre de questions sur le fond et sur la forme. Comment des ONG très connus comme Greenpeace ou SOS Méditerranée réussissent à orienter les débats publics? Quels intérêts les ONG servent-elles? Quelle idéologie les anime? Sont-elles réellement à la solde des nations étrangères? Et finalement, pourquoi y a-t-il si peu d'ONG, on va dire conservatrices, enracinées de notre camp? Et enfin, en fin d'émission, j'aimerais quand même demander, est-ce que ces ONG, où s'effectue une forme de pouvoir politique, ne sont-elles pas justement le nouveau lieu pour exercer son pouvoir politique au détriment on va dire, du système électoral pour des citoyens qui constatent, on va dire, l'enraillement démocratique. Alors pour cela, je reçois avec grand plaisir deux invités. Fabien Bouglet, qui est un habitué de Radio Courtoisie. Il est bien connu des auditeurs. Votre dernier ouvrage, c'est Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. Je crois que c'est aux éditions du Rocher. Tout à fait. Vous avez également publié Nucléaire, les vérités cachées et Éolienne, la face noire de la transition écologique. Donc vous êtes un spécialiste des politiques énergétiques, du nucléaire et des ONG qui cherchent finalement à mettre à bas ce système qui est très prégnant, en tout cas pour ce qui concerne la France. Et je me tourne vers ma gauche et je reçois Thibaut Kerlizin. Lui, il est consultant en stratégie d'intelligence économique, diplômé de l'école de guerre économique et de l'école des hautes études en sciences sociales. Il est cofondateur du site Davocratie, auteur de Greenpeace, une ONG à double fond. On ne peut pas être plus dans le sujet que ce livre-là, de George Soros, l'impérial. Il est spécialisé justement sur le rôle des ONG, notamment dans un terme qui me plaît pour l'émission de ce soir, c'est le narratif vert, comment les ONG finalement arrivent à imposer des discours, à imposer des mythes, à imposer des histoires. On le sait, la métapolitique, c'est l'art de toucher au symbole, au langage, au tabou. Et les ONG font de la métapolitique et elles tirent sur ces leviers-là. Vous allez, vous qui connaissez bien les coulisses du fonctionnement des ONG, nous expliquer concrètement ce qu'elles font. Alors, justement, ça pourrait être ma première question. Je vais me tourner vers Thibaut Kerlizin. Vous-même, les ONG, vous les avez étudiées de loin ou vous avez été confronté au monde des ONG de l'intérieur? Non, je n'ai pas été directement confronté. J'ai commencé quand la Fondation Prometheus m'a fait travailler sur Transparency International, et qui est en fait une ONG, une grosse ONG internationale qui a beaucoup de ramifications dans divers pays, beaucoup d'influence, puisque chaque année on parle de son indice de perception de la corruption dans les médias, notamment, sans jamais le remettre en cause. Il y a même le dessous des cartes qui lui avait consacré un numéro. Et j'avais travaillé dessus, j'avais cherché quels étaient les bailleurs de fonds en fait, de cette ONG. Donc il y avait essentiellement les réseaux Soros et aussi d'autres organisations. Et j'avais progressivement décortiqué comment ils faisaient cet indice de perception de la corruption. Il y a de nombreux biais qui apparaissaient, il y avait de nombreux conflits d'intérêts aussi qui étaient manifestes.
Mais entre la présentation qui est faite dans un executive summary destiné aux journaux et le fond du fond, en fait, ce n'était pas du tout la même présentation. Donc petit à petit, j'avais décortiqué ça. Donc vous, en tant qu'expert, vous décortiquez le fonctionnement des ONG. Alors, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, concrètement, une ONG, elle est financée de l'extérieur. Parce qu'on peut imaginer qu'une ONG, les gens qui l'animent sont finalement assez bien intentionnés au départ. Ils défendent finalement des idéaux, ils défendent des idées, et pourquoi pas, c'est la libre confrontation des idées. Alors il y avait Philippe Riffman qui a fait un petit livre qui s'appelle Les ONG, et qui a rappelé que je crois qu'il y avait plusieurs millions d'ONG dans le monde, puisque l'ONG, la définition, c'est là qu'est le souci, c'est que c'est très flou. Ça peut aller de la petite association de quartier, jusqu'à, par exemple, j'ai découvert sur le site, le registre de transparence de l'Union Européenne, que le forum de Davos, donc le World Economic Forum, est enregistré en tant qu'ONG. Voilà, donc ça prend les plateformes, les coalitions, les petites associations, divers groupements, ça peut aller sur plein de terrains en fait. Et c'est donc un statut qui est encadré, mais finalement assez flou et assez en dehors des législations nationales. Encadré sans être encadré, c'est-à-dire que là, si tous on se réunit, on décide de monter une association, qu'on se déclare ONG, qu'on s'enregistre sur le registre de transparence de l'Union Européenne, on est une ONG. D'accord. Voilà. Vous-même, Fabien Boulet, vous avez été confronté directement à des ONG ? Oui, tout à fait, parce que, en fait, moi, il faut bien comprendre que j'ai commencé tous ces livres à l'origine parce que j'ai été confronté à une centrale éolienne à 800 mètres d'une maison que je restaurais en Normandie. Et tous mes livres contiennent des chapitres sur les prétendues ONG écologiques. Je dis prétendues parce qu'en fait, ce ne sont pas des ONG, mais on va en reparler. Et donc, j'étais édifié de voir systématiquement les ONG prétendues écologistes soutenir la pollution éolienne. Donc, il y avait pour moi quelque chose de contradictoire à voir la Ligue de protection des oiseaux, à voir WWF, à voir Greenpeace, à voir toutes ces ONG se prétendant environnementalistes soutenir la pollution éolienne. Ils ont bien changé, la Ligue de protection des oiseaux. Non, la Ligue de protection des oiseaux est toujours partenaire des principaux fabricants et filières éoliennes. Donc il y a une forme d'ingénierie sociale extrêmement forte. Et la première confrontation avec ces organisations, ça a été cette confrontation sur les éoliennes. J'ai d'ailleurs à cette époque travaillé sur les travaux qu'avait réalisé Thibaut Kirlizin sur Greenpeace, dans lequel d'ailleurs je me permets de dire qu'il évoque le fait que Greenpeace est partenaire du principal fabricant d'éoliennes Vestas, et donc c'est très intéressant. Et c'est cette construction, cette imbrication, j'en parle dans l'introduction de mon bouquin Éolienne, la face noire de la transition écologique, cette imbrication marketing entre l'industrie éolienne et les ONG pro-éoliennes qui adoptent les discours commerciaux des industriels éoliens, qui a attiré mon attention sur ce qu'il y avait derrière ces organisations, ces officines de guerre, et c'est progressivement avec Nucléaire les vérités cachées, parce que, en fait, d'abord, ça a été les ONG pro-éoliennes, et en fait, progressivement, je me suis rendu compte que c'était des ONG anti-nucléaires, c'était les mêmes, les deux bras armés, on promeut l'éolien, on détruit le nucléaire, et en fait, in fine, dans mon dernier livre, Guerre de l'énergie, ça va beaucoup plus loin, où j'explique qu'en fait, ce que j'avais découvert dans mes premiers livres, c'était encore plus grave que ce que je pensais, c'est-à-dire qu'en réalité, ces officines sont des agents de guerre économique, et on aura probablement l'occasion d'y revenir dans cette émission, des agents de guerre économique pour déstabiliser les filières économiques concurrentes de leurs donneurs d'ordre. Ce que je trouve passionnant dans votre exemple, c'est le point de départ. C'est-à-dire qu'effectivement, on nous bassine avec l'écologie. J'appelle ça la Thomas-pesquetisation des esprits. Il faudrait prendre du recul pour voir la petite planète bleue pour la protéger. Alors qu'en fait, quand on prend le moins de recul possible et qu'on regarde son jardin, et les espèces qui s'ébrouent, la nature qui se développe, c'est là qu'on se rend compte qu'il faut la protéger et que l'éolienne, finalement, c'était pas une si bonne solution. C'est comme ça que vous en êtes arrivé à ces conclusions. Donc vous avez tiré le fil. Tout à fait. Et vous parlez d'officine, mais concrètement, il y a des gens qui dictent le discours aux ONG auxquelles vous avez été confrontés ? Évidemment.
Des nations, des corporations, des industries? En fait, c'est un peu compliqué, mais il faut revenir sur le point essentiel. On va dire que globalement, dans les sociétés occidentales et démocratiques, les élus ont perdu leur pouvoir politique. Globalement. C'est-à-dire qu'on a un système qui est de plus en plus détaché de la démocratie, avec un pouvoir qui vient d'en haut et qui s'impose aux élus qui ne deviennent que des marionnettes. Je caricature, mais même les oppositions peuvent être considérées comme des oppositions dites contrôlées. Par rapport à ce système-là, cette organisation politique, les officines de guerre économique et les prétendues ONG écologistes viennent apporter de la matière. Et donc, d'abord, la première chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que les 20 dernières années, il y a une confusion entre ONG et politique. D'ailleurs, il y a des passages. Mathieu Orphelin, député très pro-éolien, devient directeur général de la Ligue de protection des oiseaux. Donc, Pascal Canfin, patron de WWF, quand il était patron de WWF, soutient les éoliennes et le gaz, et en particulier le gaz russe, on comprendra plus tard, devient un des députés européens de Macron. Yannick Jadot, chef des opérations spéciales de Greenpeace, il mène l'opération Plutonium en faisant des opérations d'espionnage au large de la... Il a été condamné pour ça, pénalement, pour atteinte aux intérêts de la nation. Eh bien, dans l'opération Plutonium, chef des opérations spéciales, devient le chef de file de Greenpeace. Et tout ça, en Allemagne, en France, partout en Europe, il y a la porosité intellectuelle, marketing, entre les ONG et ces officines de guerre économique et les systèmes politiques. Et donc, depuis 20-30 ans, en Allemagne, en France, etc., moi je parle du sujet que je connais, savoir les ONG dans le secteur énergétique, visent des objectifs bien précis pour le compte de filières industrielles ou de filières énergétiques, pour le compte de ces filières et pour le compte évidemment d'États ou de gouvernements qui ont un intérêt à déstabiliser un système énergétique d'un pays concurrent. Cette mécanique, on la connaît aussi avec l'ONG. Alors, je ne sais pas si c'est une ONG ou une simple association, c'est L214, qui attaque l'élevage français pour imposer la viande artificielle. On est dans la même mécanique. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que là-dessus, il y a un énorme travail à faire, parce qu'en fait, en réalité, derrière, on pourrait dire une vision naïve. Derrière l'agenda apparent d'une ONG ou d'ONG de défense de la planète, qui est, encore une fois, qui n'enlève en rien, je dirais, les bienfaits de lutter pour un environnement. Tout le monde a envie d'avoir un air frais, tout le monde a envie de participer de la nature, de l'environnement. Moi, j'étais à la plage l'autre jour, j'aime bien que ma plage soit pas polluée. Non, mais c'est normal. Et ça part de cette bonne intention pour promouvoir un agenda secret, un agenda caché et un agenda sombre. Thibaut Kerlizin. En fait, je pense que l'agenda n'est même pas secret. Et au-delà de la guerre économique, on va dire, ça serait pas la queue de comète, mais pas loin. Puisqu'au départ, en remontant dans l'histoire, il y a peut-être 70, 80 ans, c'est de la guerre anthropologique derrière. Après 1945, mais c'est déjà arrivé avant avec la conférence sur la population de la SDN en 1927, d'ailleurs qui a été impulsée par Margaret Sanger, qui était pour le contrôle des naissances. Il y a eu la question après la Deuxième Guerre mondiale de ce que Fabien Lauchet appelle le démo-ressourcisme, c'est-à-dire le lien entre l'environnement et la démographie, avec évidemment une inclination défavorable pour la démographie. Petit à petit, dans les années 60, il y a des discours néo-malthusiens qui se sont développés. Donc Malthus, on va dire, c'était un équilibre un peu résigné entre la population et les ressources. Le nouveau paradigme, donc néo-malthusien, c'est dire il y a trop de monde sur la planète, il n'y aura pas assez de ressources. Et progressivement, il y a des ONG, on va dire vertes, qui se sont développées avec l'appui notamment des services américains à la fin des années 60. Et il y a eu toute une impulsion qui a été faite. Je vous renvoie à un article de Golo Betonsen qui s'appelle Malthus, les multinationales et le club de Rome, qui explique très bien, il n'a jamais été traduit, il date de 77, et qui explique comment, quand les États-Unis ont amorcé une espèce de décroissance, ils se sont dit, si on impose des choses à nos entreprises au niveau environnemental,
mais ça va les pénaliser sur le plan international. Donc il va falloir imposer ça au niveau international. Et il y a tout un lobby qui s'est développé année après année, conférence après conférence, et à partir aussi avec le Club de Rome, le rapport Meadows, la conférence sur Stockholm, et j'en reviendrai sur d'autres textes. Ce que vous nous dites, c'est que c'est un long processus idéologique. La guerre économique, c'est ce qu'on voit maintenant, c'est pour taper les nations. Mais à la base, c'est une guerre anthropologique. Vous retrouvez toujours, quel que soit le narratif, vous retrouvez la même chose. On prend par exemple, je vais prendre des sujets variés. La mise en avant du transgenrisme, de l'avortement, de la vasectomie, puisqu'il y a la fondation Gates notamment qui a financé des articles qui disent faut relancer la vasectomie parce qu'il n'y en a pas assez, on ne fait pas d'enfants. La peur, le stress climatique, il y a trop d'enfants, l'empreinte carbone, etc. Faut pas faire d'enfants. Le risque de famine, faut pas faire d'enfants. En fait, on en revient globalement à la même chose, si vous voulez. La consommation des ressources, faut pas faire d'enfants. La pollution, il faut pas faire d'enfants. On en arrive globalement à la même chose. Et quand on remonte il y a 60, 70 ans, on en revient à la même chose. Et je me suis aperçu d'une chose en lisant Bateson, je radote un peu à chaque fois dessus, c'est qu'il y a vraiment une distinction entre l'environnement et l'écologie. Oui, tout à fait. L'écologie, c'est vraiment la science de la planète, la science de la maison, donc la planète. L'environnement, c'est une seule de ses branches. Vous avez un discours de Maurice Strong, qui est le mentor de Klaus Schwab et qui est le patron de la Charte de la Terre, qui est, on va dire, le Magna Carta écologique du XXIe siècle, qui a dit, au 4e congrès des terres sauvages en 1987, il a fait un texte sur ce qu'il appelle l'éco-convergence. Et la convergence entre l'écologie et l'économie. Il dit pourquoi je parle de l'environnement en même temps que je parle de dette, de misère sociale, c'est parce que tout est interrelié. Et c'est comme ça que vous pouvez comprendre aujourd'hui comment l'intelligence artificielle est liée avec l'environnementalisme. D'ailleurs, l'Artificial Intelligence Act européen de mars 2024, ils ont rajouté une petite phrase qui intègre l'intelligence artificielle dans la gestion, dans le monitoring. Vous nous en avez dit beaucoup là, ça fait... vous avez raison de revenir aux sources. Tout rebondit en fait tout le temps. C'est pour ça que je donne beaucoup d'éléments. Mais une chose en amène une autre, ce sont des vraies poupées russes et il y a vraiment on a mis des points entre les espaces. Très bien, on se retrouve après une première pause musicale proposée par Pierre Leprince qui nous fait le plaisir de sélectionner pour vous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, de doux sons pour vos oreilles. Tout à fait doux, enfin pas toujours, on essaye de faire en sorte de trouver des choses originales à vous faire découvrir. Et donc pour ce premier interlude, je voudrais vous proposer un groupe de rock qu'on pourrait qualifier d'identitaire, puisqu'originaire du sud-ouest, et qui chante principalement en gascon. Ils mêlent guitare électrique aux instruments traditionnels de leur région et à la polyphonie pyrénéenne. Ce groupe, c'est Boisson Divine, et on écoute tout de suite le morceau Queen Braguer, tiré de l'album Volentat.
J'espère que vous avez pu parfaitement réviser votre gascon grâce à Boisson Divine, excellent groupe. Je redonne la parole à Thibaut Carliesin qui nous expliquait qu'il y a une guerre anthropologique, une guerre idéologique et qui nous mène, en tirant le fil, à cette guerre aujourd'hui que se mènent sur le plan politique les ONG dans ce qui pourrait être notre destin en tant que nation et que continent. Alors là, je m'appuierai sur quelque chose que m'avait dit Henri Malos, qui est l'ancien président du Conseil économique social européen. Qu'on a reçu ici. Ouais, et donc il y a eu quand même une mise en avant des ONG, au moins à partir du rapport Brundtland en 87 sur le développement durable. J'en discutais avec lui. Et il me disait qu'il s'est aperçu qu'à cette époque, en effet, les corps intermédiaires ont été mis de côté. Et ces ONG sont arrivées, ont été mises en avant et en fait les ont supplantées complètement, sans avoir aucune légitimité, sans qu'on sache exactement d'où elles sortent ni pourquoi elles étaient mises en avant, sachant que cette fameuse mise en avant, je ratote un peu, mais venait des Nations Unies, puisque le sous-secrétaire général des Nations Unies, donc Maurice Strong, le père de la Charte de la Terre, a organisé le premier sommet écologique moderne, donc le sommet de Stockholm en 72. Et jalon par jalon, il y a eu la création du programme des Nations Unies pour l'environnement, des 72, qu'il a présidé. Il a co-créé le GIEC, il est vraiment investi, je ne vais pas trop insister parce qu'on n'en finirait pas. Sur près de 40 ans, il a vraiment été très présent. Tout ça pour dire qu'à partir du moment où il a mis en place cette charte de la Terre, qui a été élaborée après le sommet de Rio en 92 et qui a été publiée en 2000, par-dessus, il a dit j'ai mis des bases philosophiques, la charte de la Terre, mais le programme d'action, c'est l'agenda 21. Et l'agenda 21 a évolué aujourd'hui en agenda 2030 avec tous les objectifs de développement durable. Donc là, vous comprenez pourquoi les ONG ont autant d'influence, c'est parce que elles vont complètement dans le sens du grand narratif. Et en fait, ce sont des agents sociétaux. Vous avez le bloc politique, donc institutionnel, les entreprises, et les ONG, en fait, sont les soldats sociétaux de cette guerre anthropologique et des objectifs de l'ONU. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une concordance entre l'agenda général qui vient d'être développé et leur activisme secret. Alors, secret ou apparent, quand on étudie, c'est pas de l'information, c'est pas de l'information cachée. Je suis comme Thibaut, je pense qu'il n'y a rien qui est secret. Non, rien n'est secret. Tout est caché, tout est ouvert, tout est dit, tout est écrit. Alors, en fait, il faut bien comprendre, et c'est James Cunan, qui était étudiant dans les campus américains en 68, entre 68 et 70, qui l'a expliqué dans un livre, La technique du ciseau. Il explique que pendant les troubles sociétaux qui sont intervenus dans les campus universitaires américains, gauchistes, les représentants des Sceaux c'était Rockefeller à l'époque, on retrouvera d'ailleurs Rockefeller dans la fondation, venaient financer les organisations de gauche qui réalisaient les troubles. Pourquoi ? Parce que par la technique du ciseau, vous créez et vous financez des développements sociétaux qui viennent de la base pour justifier en haut des décisions politiques qui viennent d'en haut. Et progressivement, vous créez une situation, vous créez un état d'esprit qui est favorable aux décisions politiques que souhaitent les lobbies. Et des lobbies qui ne sont pas forcément favorables au gauchisme peut avoir un intérêt à financer des officines d'extrême gauche ou de droite, peu importe. Et donc il faut bien comprendre que cet effet ciseau gouverne toute l'organisation de ces ONG. Une apparence sympathique, un petit panda, qui peut contester que c'est gentil les pandas ? Non, mais en fait c'est méchant. Les voilà, en fait c'est méchant. C'est surtout très bête. Mais c'est très violent. Greenpeace, la paix verte. Donc tout le narratif apparent pour le peuple, donne une opinion. La Ligue de protection des oiseaux, c'est gentil de protéger les oiseaux, c'est vrai. Mais quand on est favorable aux éoliennes qui déchiquettent les oiseaux, il y a un petit problème. Et dans cet agenda qui n'est pas apparent vis-à-vis de la population, eh bien, les financiers viennent demander à ces mercenaires énergétiques, pour ce qui m'intéresse particulièrement, eh bien, de promouvoir une politique particulière, par exemple pro-éolienne, anti-nucléaire, pro-fossile indirectement. Et c'est là qu'on va voir comment, justement, dans cet agenda que vient d'évoquer Thibaut Carliesin, en même temps dans cette féroce guerre de l'énergie entre les États-Unis et la Russie et l'Europe, en situation de faiblesse,
eh bien, les ONG se transforment progressivement en Wagner de l'énergie. Hein, c'est-à-dire en opérateur de guerre énergétique pour soutenir, pour influencer. Et donc, ces ONG sont à mi-chemin avec le militantisme. Par exemple, Greenpeace va jeter un drone contre une centrale nucléaire pour signifier, regardez, vos centrales nucléaires sont fragiles, ou vous pourriez avoir un acte terroriste, etc. En même temps, ils vont faire une opération plutonium, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la rade de Brest, et en même temps, ils vont agir comme de féroces lobbies à la Commission européenne, à la Cour de justice de l'Union européenne, dans des actions juridiques extrêmement précises. Et en même temps, agir politiquement, puisque principaux agents de Greenpeace se sont transformés en politique dans le parti des Verts ou des Grünen, comme par exemple Canfin, qui était le patron de WWF. Merci Fabien Bouclet. Je me tourne vers Gabriel Fouquet, que je ne vous ai pas présenté, chers amis de Radio Courtoisie. Gabriel, je crois que nous avons reçu des premières questions des auditeurs. Tout à fait, et nous remercions, comme à chaque fois, nos auditeurs de nous envoyer des questions et de prendre part à ce débat qui est, comme toujours, passionnant. Notre auditeur souhaite également rappeler que dans le cadre de cet agenda que vous avez tous les deux mentionné, il ne faudrait pas oublier que ces ONG sont des couvertures idéales pour les services de renseignement. Quoi de mieux, en effet, qu'une ONG pour s'introduire dans un pays quand on est un pays étranger qui en a été chassé? Il faut aussi parler du compte-rendu demandé à leur personnel à leur retour par les mêmes services. Alors sur l'action des services au sein des ONG, Thibaut Carlizin. Vous avez déjà l'USAID qui est reconnu comme un faux-né de la CIA. Ensuite, on peut prendre l'ONG One. Qui a été... avec Najat Vallaud-Belkacem qui dirige la branche France, Vallaud-Belkacem qui est Young Global Leader du Forum de Davos. L'ONG a été cofondée par Bono, qui est affilié, donc le chanteur YouTube affilié à Davos, ami de Soros, et Jamie Drummond qui est Young Global Leader du Forum de Davos. En 2013, ils ont réussi à faire pression, ils ont déjà fait pression jusqu'à l'Elysée pour la présidentielle de 2017, mais ils ont fait pression sur le Sénat américain aussi. Et leur feuille de route a ensuite été publiée par l'USAID, c'était pour l'Electrify Africa Act. C'est-à-dire une obligation légale de contribuer à l'électrification du continent africain, ce qui permet de déployer beaucoup d'opérations par la suite. D'accord. Donc, des ONG dont on prouve qu'elles sont une courroie de transmission des services. Oui, mais même One, vous regardez le conseil d'administration, déjà il y a la fondation Rockefeller, donc c'est le pouvoir américain direct. Vous avez aussi un profil que j'avais repéré, lié à l'Open Society de Soros, c'est s'appelle Morton Alperin. Lui, j'étais allé sur son profil LinkedIn, c'est 40 ans de carrière à Washington DC. Bon, ensuite, il faut lire. Il n'y a même pas besoin de lire entre les lignes. Je veux dire, quand on fait toute sa carrière à Washington DC, il y a des liens. Côté russe, par exemple, ou Union soviétique, une grande partie des antinucléaires dans les années 60-70 venaient d'Allemagne de l'Est et des services secrets russes. Certains disent que des officines antinucléaires venaient également de Russie et du KGB. Donc, tout un tas de mouvements qui ont lutté, par exemple, contre Kressmalville Superphénix, eh bien, il y avait des ONG, des réseaux, les Amis de la Terre, mais aussi des gens venant d'Europe de l'Est. Côté américain, il y a une nomination qui est passée complètement inaperçue, mais qui soulève d'énormes interrogations. C'est la nomination de Jennifer Morgan en février 2022, c'est-à-dire quelques jours avant le début de la guerre en Ukraine. Jennifer Morgan est à Washington. Elle est à Washington depuis des années. Elle est nommée, elle est naturalisée allemande et elle est nommée secrétaire d'État chargée du climat dans le gouvernement Grünen avec Anna Baerbock. Willkommen. Et qui est Jennifer Morgan? Jennifer Morgan est préalablement chef-monde de Greenpeace International, patronne de WWF et réseau des Amis de la Terre. Donc, on est au cœur d'un système d'influence américaine au sein du gouvernement allemand. C'est une évidence. Et par contre, c'est vrai que là, c'est pas de la source officielle. La liaison entre des services secrets et des ONG ou des officines ou des mercenaires énergétiques est beaucoup plus compliquée à établir. Là, on arrive dans la zone grise ou la zone secrète. Chers amis de Radio Courtoisie, d'habitude, il est à distance. Il nous parle depuis sa Provence natale, son cher pays. Là, exceptionnellement, il est avec nous dans les studios. Je crois même que c'est la première fois qu'il est dans un studio de radio et même de Radio Courtoisie. Donc merci à Raphaël Emma, qui est auditeur de la promotion Frédéric Mistral de l'Institut Iliade, activiste provençal bien connu, de nous livrer sa chronique. Et cette fois-ci, en direct, Raphaël, la parole est à vous. Bonsoir à tous.
Ce n'est pas de la théorie du complot, Bruxelles est un théâtre d'ombre, on le sait. Dans les couloirs de la machine bureaucratique et technocratique de la mal nommée Union européenne, les ONG se déploient avec les lobbies afin d'influer et d'imposer leur position dans le débat public. Derrière l'image d'Épinal d'associations de bénévoles, militantes, l'on retrouve en réalité les fers de lance de certains lobbies politiques puissants. Greenpeace, ou vernis écologiste, charge le nucléaire. Sous une autre note, l'association de fondation Open Society, menée par le philanthrope George Soros, s'emploie à imposer un agenda anti-populiste et à financer adversaires et médias ingérants sur les politiques des nations souveraines. Écologie, immigration, alimentaire, mœurs, culture, les champs de bataille des ONG ou des lobbies sont larges. À l'heure où les institutions, notamment européennes, sont victimes de la défiance des populations, qui croient de moins en moins en elles, nous pourrions nous interroger sur le rôle que celles-ci jouent dans ce que les éditorialistes appellent communément la crise démocratique. Crise démocratique, il y a, supposément. On désigne ainsi ce phénomène de lame de fond qui, partout dans les démocraties libérales européennes, décrit la lassitude, l'insolence, la colère de pans entiers des populations, souvent les plus marginalisées de la représentation politique, vis-à-vis des appareils institutionnels. Élément de langage des technocrates et des centristes de bon ton, les populations victimes de la crise démocratique se jetteraient dans les bras du populisme, aveuglées qu'elles sont par leur incompréhension des jeux politiques légaux et institutionnels. Europhobes, poujadistes, parfois antiparlementaires, on leur prêterait tous les maux du monde sans chercher même à comprendre la racine de leurs sentiments. Mais pourtant, quand le jeu politique légal est soumis et influencé à des agendas privés, parfois xénocrates, nous sortons précisément du cadre de ce que l'on appelle démocratique. Les souverainetés nationales, a fortiori populaires, ne sont plus respectées. Les élus ne sont plus représentants de la volonté des administrés, mais les pantins d'entreprises, d'associations, d'intérêts étrangers ou antagonistes. En bref, l'ingrédient numéro 1 de la crise démocratique, c'est peut-être précisément cette substitution du pouvoir public au pouvoir privé, ce remplacement historique du rôle de l'État souverain comme garant de l'intérêt général face aux agendas idéologiques et pécuniaires qui sèment les graines de la défiance démocratique. Pourtant, devrions-nous peut-être nous inspirer des tactiques et stratégies en usage, du moins à l'heure où la chose publique n'est pas encore entre nos mains. Génération identitaire ne se voulait-elle pas, en miroir des écologistes, être un Greenpeace de droite dont la vocation était d'avancer nos billes idéologiques sur les questions d'identité ? Faire de la politique, c'est savoir imposer un agenda, c'est savoir imposer un clivage. Une question se présente alors à nous qui sommes des David face aux Goliaths transnationaux qui s'opposent à nos idées. Comment faire avancer nos pions ? Comment gagner cette guerre de l'influence ? Comment être plus efficace qu'eux ? Très bonne question proposée par Raphaël Emma. Alors, je vais un petit peu les prolonger. Ça m'en inspire deux que je vais poser à nos deux invités. On a l'impression qu'on est quand même face à un champ de cocus et de traîtres dans le monde politique et que finalement les ONG avancent face à un vide intersidéral et que personne s'y oppose. Alors, première question, est-ce qu'il y a un peu d'autodéfense naturelle ou indirecte, ou est-ce que le peuple demande à ses élus de résister ? Et deuxième chose, inspirée par la chronique de Raphaël Emma, si nous actons que les ONG, finalement, ont pris le pouvoir politique, pourquoi ne les investissons-nous pas ? Et pourquoi ne montons-nous pas des ONG, puisque le pouvoir s'y trouve ? Qui répond ? Eh bien, en tout cas, pour le combat contre la pollution éolienne, ça fait des années que vous avez des milliers d'associations locales qui luttent contre ces lobbies et qui... de la personne du monde rural, un peu isolée, jusqu'au châtelain, à la personne représentant la haute finance, lutte contre ces lobbies, contre ces factieux énergétiques, contre ces mercenaires énergétiques, dans une forme de résistance. Et je crois que la lutte contre la pollution éolienne est la résistance des temps modernes, puisque on pourra en reparler sur qui finance quoi par ailleurs. Et donc, face à ces organisations, eh bien si, il y a des gens qui se lèvent, des gens de la société civile. Il y a de nombreuses organisations qui aujourd'hui luttent, y compris dans les hautes sphères. Et d'ailleurs, je voudrais bien expliquer quelque chose aux auditeurs. D'une manière commune, on parle de l'état profond. Il n'y a pas un état profond. Il y a des états profonds. Il faut arrêter de considérer qu'il y aurait le personnel politique et un état profond uniforme, univoque, unilatéral. C'est pas du tout vrai. Moi, je suis en relation en tant qu'influenceur. Je ne suis pas lobbyiste, puisque moi, je suis payé par personne. Mais je suis un influenceur. J'écris des livres, j'interviens dans les médias, donc ça, c'est une manière de combattre.
Je suis un combattant. Ça fait 10 ans, 15 ans que je lutte contre la pollution éolienne, que je propose de relancer le nucléaire pour des raisons de souveraineté énergétique. Eh bien, il y a d'autres personnalités dans les régions qui font le même travail. Et par rapport à tous ces lanceurs d'alerte qu'on appelle communément lanceurs d'alerte ou influenceurs, je vais aussi former les hommes politiques de toutes tendances politiques confondues qui veulent bien écouter ce que j'ai à dire, en précisant que je discute avec tous les hommes politiques. Eh bien, face à cela, il y a des gens dans l'état profond qui sont de véritables résistants, qui agissent à leur niveau. Alors ça peut paraître imperceptible, mais regardez la volte-face incroyable qu'il y a eu sur le nucléaire en France. On le considérait encore comme complètement détruit avec une loi qui proposait la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. En un mois simplement, en septembre 2021, Emmanuel Macron, sentant que la droite, et j'y suis pas pour rien, allait relancer le nucléaire dans la campagne au présidentiel, hop, a dit qu'il faut lancer le petit réacteur modulaire et maintenant on est à 14 réacteurs nucléaires. Même s'il pourrait dire le contraire demain, non? Comment? Non, parce que justement dans cet état profond, les choses sont en train d'évoluer. D'ailleurs, Agnès Pannier-Runacher, je défends ce qu'elle a fait, parce qu'elle l'a fait bien, en tout cas sur le nucléaire, très très mal, en tout cas pour les éoliennes, parce qu'ils n'ont toujours pas compris. Aujourd'hui, la Commission européenne vient de taper les doigts à Bruno Le Maire pour dire vous n'avez pas atteint vos objectifs en matière d'éoliennes et de panneaux solaires. Mais on n'a pas d'objectifs en matière de panneaux solaires et d'éoliennes, Commission européenne. On a des objectifs en termes de décarbonation. Et la France est déjà décarbonée. Hier, elle était à 99 décarbonée. Elle émettait 7 fois moins de gaz à effet de serre que l'Allemagne. Si c'est un critère, les gaz à effet de serre, la France est largement en avance par rapport à l'Allemagne, et l'Allemagne devrait être condamnée pour sa pollution des centrales au charbon et des milliers de morts et dizaines de milliers de morts qu'elle produit par an. Donc vous voyez tout ce paradoxe, eh bien, il y a des représentants de l'État profond qui en ont conscience, qui agissent dans l'ombre. Et moi, je suis plutôt très optimiste, et il faut que chacun s'y mette dans son coin. Donc c'est aussi par la force des actions collective, individuelle et aussi collective. Ensuite, au niveau communautaire, c'est vrai que ça reste un peu une inconnue, je pense, pour beaucoup de milieux militants ou même hors des habitudes, de se constituer en ONG, de se constituer en think tank, de s'enregistrer auprès de la commission, de voir comment on peut agir, de participer aux consultations publiques, puisqu'il y a des consultations publiques qui sont aussi un levier d'influence privilégié des ONG, de faire des recommandations, de solliciter des meetings, de demander à faire partie de groupes d'experts, d'être accrédité au Parlement européen. C'est quelque chose qui est assez inconnu dans le qui milieu. n'est pas dans la culture politique, finalement. Oui, en tout cas pas dans nos milieux, quoi. Puis moi, il n'y a pas les financements derrière toujours non plus, mais il n'y a même pas besoin d'être forcément énormément financé, je suppose, mais là je m'avancerai pas trop quand même. Mais il y a peut-être des marges de manœuvre. Je sais que c'est plus dans la gestion offensive. J'avais suivi par exemple 2 jours de formation avec l'Observatoire des multinationales, donc qui n'est pas vraiment de notre bord, mais qui fait quand même un bon travail et qui forme très bien aussi. Et c'est genre 2 jours de formation à la fois sur le lobbying bruxellois et le lobbying en France était vraiment très intéressant. Ça fournit beaucoup d'outils, ça donne beaucoup de pistes d'action. Il y a des sites qui existent. Vous regardez, par exemple, vous avez une militante qui s'appelle Vicky Kahn du Corporate Europe Observatory qui a monté un site qui s'appelle askvu.org, donc demandez à l'Union européenne.org, qui est une plateforme où tout un chacun peut dire, voilà, je veux que la Commission me fournisse tel document, de tel meeting avec telle personne, je veux les conversations Signal, je veux les conversations WhatsApp, je veux les échanges de mails, je veux tout. Alors des fois c'est caviardé. Et c'est la loi relative à l'information qui date, je crois, de 2001. Et ensuite, sur le site, c'est disponible. Vous avez petit à petit les documents qui sont donnés, sauf quand pour des raisons de secret industriel ou secret économique, tout simplement, il y a des choses qui ne sont pas données. Cannes, elle avait demandé, par exemple, les échanges entre McKinsey et la Commission européenne pour le Covid. Donc, c'était carviardé de partout. On lui a envoyé les trucs, mais c'était noirci de partout. Mais quand même, il y a des marges d'action. Et pour avoir ensuite à disposition l'information, par exemple, vous voyez l'ONG qui a eu le plus de rendez-vous avec la Commission européenne, avec la présidence de la Commission européenne, c'est une ONG qui s'appelle Global Citizen. Elle est domiciliée aux États-Unis. Elle existe depuis quelques années, une quinzaine peut-être. Elle a reçu plusieurs dizaines de millions de financements de la fondation Gates. Ici, on ne la connaît plus, on la voit des fois à la télé. Global Citizen fait un concert pour le Covid, pour ceci, pour cela. Mais elle n'est même pas domiciliée en Europe. Et c'est elle qui a le plus de rendez-vous avec la présidence de la Commission. On pourrait là parfaitement aller sur le site et dire, voilà, je veux tous les échanges que vous avez eus avec cette ONG. Et on veut savoir pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors, c'est les marges d'action. Vous avez parlé
résistants dans l'état profond, Mhm. donc des fonctionnaires, des gens Oui. qui sont là. Vous avez Retraités. parlé de lanceurs d'alerte sur le terrain, vous en avez été un. Et dans le politique, c'est-à-dire dans le personnel politique qui est censé être élu et défendre les intérêts de la nation et du peuple, est-ce que là, il y a une forme d'aplaventrisme ou est-ce qu'il y a Non. des résistants Non, tout il de y, même a quand même des partis politiques. Je suis pas là pour faire de la politique. Et comme je discute avec tous, je voudrais pas que ce soit mal interprété. Mais il y a des partis politiques qui écoutent. Et moi, y compris dans la majorité présidentielle. Parce qu'en fait, par rapport à ce néant sidéral de l'information, dès que vous avez une information sourcée, documentée, chiffrée, précise, Elle a de la valeur. sérieuse, vous êtes écouté. Ouais. Ils sont pas toujours d'accord avec vous. Ils peuvent ne pas. Mais par exemple, quand j'ai dévoilé que l'Allemagne nous a mené la guerre énergétique en 2021, justement dans Nucléaire, les vérités cachées, qu'elle était basée justement par des ONG qui étaient support de l'Allemagne, par un lobby qui s'appelle Agora Energiewende 2, qui est à la Commission européenne, aidé par l'OFATE, l'Office franco de la transition énergétique. Là, je désespère parce que c'est toujours pas fermé. Un office franco-allemand qui est dans les locaux du ministère de l'écologie et qui fait le lobbying des éoliennes allemandes, dans lequel il y a même Greenpeace dans les membres. Eh ben, évidemment, l'autre jour, je suis passé sur CNews avec Yvan Rioufol. Il y a des personnes que j'ai citées qui ont été remerciées. Mais par contre, l'OFATE a été maintenu dans ses fonctions. Il est vrai que Bruno Le Maire a reçu l'ordre du mérite allemand, donc c'est un peu embêtant, peut-être qu'il n'a pas envie de fâcher l'Allemagne. Le problème, c'est que les Allemands sont contre nous et ont fait des actes très hostiles sur la politique énergétique. Et donc, si vous voulez, il faut être résistant, il faut former nos élus. Mais ça peut passer aussi, moi j'en connais beaucoup dans les régions, qui écrivent ou qui transmettent les mails que j'envoie aux députés, aux sénateurs. Il faut faire, si vous voulez, chacun peut agir à sa place avec un mail à un député. Tous les députés ont un mail, ils peuvent le contacter. Ils peuvent appeler l'assistant parlementaire. Ils peuvent tweeter. À partir du moment où on tweete des informations essentielles, sourcées, vérifiées, documentées. Moi, l'autre jour, j'ai dévoilé un truc dingue qui est la levée des sanctions énergétiques à l'égard de la Russie par les États-Unis depuis le début de la guerre en Ukraine. Ce qui est quand même assez fou, puisque l'énergie, c'est 70% du PIB russe. Eh bien, c'est une personne qui m'avait envoyé l'information par Twitter. Donc, vous pouvez envoyer des informations à des leaders d'opinion en message privé. Vous pouvez envoyer, quand vous sentez, je le dis ça parce que vous ouvrez un compte Twitter, vous avez une information importante. Si vous n'avez pas beaucoup de followers, vous utilisez par message privé l'information, vous la transmettez à des leaders d'opinion qui ont plusieurs followers ou qui sont écoutés, et ça fait une résonance incroyable. Donc ça, ce sont des actes de résistance imperceptibles, mais qui ont du poids. Je reviens sur cette articulation qui vraiment m'interroge entre les ONG et le politique. Finalement, entre Pascal Canfin, qui passe de WWF à ministre, et Cécile Duflot, qui passe de ministre à Oxfam, donc ils font un peu un chemin inverse, c'est lequel qui a le plus de pouvoir aujourd'hui? Et lequel est dans la dynamique la plus... Les deux. Oui. Il y a une telle porosité entre les deux milieux que Pascal Canfin, patron de WWF, je vais quand même rappeler une chose importante. Parce qu'il faut quand même rappeler qui est Pascal Canfin. Il faut quand même rappeler que donc Pascal Canfin est patron de WWF. WWF a fait un partenariat avec Gazprom, le russe Gazprom. Ce partenariat a fait qu'en Allemagne, WWF a lancé une fondation avec Gazprom, dont le président est le patron de WWF. Et vous comprenez pourquoi WWF finance et favorable aux éoliennes couplées au gaz. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait Pascal Canfin quand il a été député européen? Il a demandé le fait que le gaz soit pris comme énergie de transition et puisse intégrer la taxonomie européenne. Un comble quand on sait que dans la logique de la décarbonation, le gaz émet 500 grammes de CO2 et un des éléments les plus polluants en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que WWF était proche du gaz de Poutine.
Et donc, en 4e position de la liste de Valérie Hayer, vous avez un homme qui a été le promoteur du gaz russe quand même. Du gaz, et à l'époque, avant que Nord Stream ne soit saboté, c'était le gaz russe, puisque l'Allemagne utilisait 70% du gaz venant de Russie. Donc tous ces éléments sont passionnants parce que, en fait, Pascal Canfin, c'est un homme qui utilise à la fois ses réseaux et lui-même, Pascal Canfin, a installé son bras droit, Benoît Faraco, dont on a entendu parler au moment de l'affaire des soulèvements de la Terre, puisque Benoît Faraco, c'est lui qui aurait suggéré la venue des soulèvements de la Terre. Et qui est Benoît Faraco? Ancien de Réseau Action Climat. Réseau Action Climat, dont l'école de guerre économique a mentionné qui était financé par le gouvernement allemand pour mener des opérations antinucléaires. Et Réseau Action, eh bien, Faraco, c'est le conseiller énergie et agriculture de Emmanuel Macron. Donc là, on est au cœur du réacteur sur l'imbrication. Voilà. Et donc, les différents conseillers énergie du Premier ministre, ou, par exemple, c'est un ancien de Terra Nova, ou de conseillers du président de la République, sont au cœur de cet écosystème politique, ONG et industriel de l'éolien ou du gaz ou du pétrole. Thibaut Kerliezin. Sachant que pour ajouter un petit plus sur la biographie de Pascal Canfin, de mémoire, il a été administrateur ou un poste du genre au World Resource Institute, qui est un think tank ou une think tank ONG, enfin, classé comme tel, particulièrement influent, qui est domicilié à Washington. Il y a des personnalités, je parlais de Maurice Strong, le mentor de Klaus Schwab, qui en a fait partie notamment, et voilà, Canfin y était. Et sur le coup de la taxonomie verte, ce qui est très amusant, c'est qu'en effet, donc, voilà, la promotion pour le gaz, et WWF a combattu derrière pour faire exclure le nucléaire de cette taxonomie verte. Il y a un autre exemple qui est absolument fabuleux, c'est Frans Timmermans, qui était le vice-président de la Commission européenne chargé de l'énergie et de la transition énergétique, qui avait comme directeur de cabinet Dierik, qui était un des chefs de l'organisation Greenpeace. Donc on avait là, au cœur du pouvoir de la Commission européenne, un anti-nucléaire notoire, chargé de la politique énergétique de l'Union européenne. En liaison avec... Donc en fait, c'est un écosystème et c'est une nébuleuse, en fait. C'est une nébuleuse. L'ONG sert à financer des permanents avec l'argent des donneurs d'ordre. À créer le narratif, créer de la mythologie, voilà. Voire avec des paillettes de temps en temps. Avant que, par exemple, pour la relation entre la France et Rosatom, puisque vous savez que la France est partenaire du russe Rosatom dans le domaine nucléaire. Et les Américains, qui continuent à travailler avec les Russes dans le domaine énergétique, veulent supprimer la relation entre Rosatom et la France, puisqu'ils veulent détruire le nucléaire français, puisque c'est un concurrent du nucléaire américain Westinghouse. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Greenpeace de mener des opérations, des rapports, des opérations. Et il y a 2 ans, pendant que j'écrivais mon livre Guerre de l'énergie, il y avait Greenpeace qui menait un narratif contre le nucléaire français en disant le nucléaire français est allié du fasciste Poutine, etc. Eh bien, 2 jours et 1 mois après que Greenpeace ait lancé une véritable campagne de presse en Europe sur le nucléaire français et sa relation avec le nucléaire russe, le vice-président américain est venu pour demander que soient lancées des sanctions sur le nucléaire russe et que l'Europe ne puisse plus travailler avec les entreprises nucléaires russes. Donc ça vient, l'effet ciseau dont j'ai parlé tout à l'heure vient se conforter. Ce sont des rouages de transmission idéologique et du narratif incroyable hein, de ces différents opérateurs. On a bien compris la mécanique, cette articulation. Je pousse évidemment les auditeurs de Radio Courtoisie à s'intéresser. Alors, ils peuvent creuser la question en lisant Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial, qui vient d'être publié aux éditions du Rocher, donc de Fabien Bouglet. Ils peuvent aller sur le site d'Avocratie de Thibaut Kerliezin, qui décrypte depuis combien de temps vous avez lancé ce... On l'a fait sur 2 ans, on a mis une petite pause pour l'instant. Mais là, dernièrement, on avait beaucoup parlé de ce qu'il y avait derrière le pass carbone et derrière la législation sur l'écocide. D'ailleurs, les deux, il y a des vases communicants. On n'a pas eu le temps de parler. Alors, on a bien compris que tout se tenait. Oui, tout se tient. Voilà, donc vraiment, c'est le message. Je reçois une dernière question parce qu'on a d'autres chroniques qui arrivent.
Le CO2 n'est pas mauvais parce que nos corps et toute la végétation sont fabriqués à base de CO2, de carbone. Si l'on veut pas mourir, on supprime le CO2. Bon, oui. Il y a 2 chiffres pour détruire ce narratif du CO2. Les émissions humaines de CO2, c'est moins de 5%, et le CO2 dans l'atmosphère, c'est 0,04%. Anecdotique. Donc vous multipliez. Il faudra expliquer que c'est le CO2 humain et pas les 99% ou 97% de CO2 de la nature, et parmi ensuite tout ce qui est extérieur au CO2 qui crée ce supposé, pour moi, ce qui n'existe pas, ce supposé réchauffement climatique. Voilà. Je vous remercie. Vous restez en studio avec nous. Nous allons écouter une seconde pause musicale grâce à Pierre Le Prince. Pierre Le Prince, vous nous amenez dans quel pays maintenant ? Alors, avant de passer sur le second interview musical, je voudrais répondre à cette auditrice qui posait la question. Le premier groupe qui a été diffusé s'appelle Boisson Divine, voilà, qui se trouve sur toutes les plateformes musicale. Et donc, pour le second interlude, je vous propose de traverser l'Atlantique pour rendre visite à nos cousins de la belle province, avec le groupe Mes Aïeux, que les auditeurs avaient peut-être découvert avec leur tube Dégénération, qui connut un grand succès au début des années 2000. Et je vous propose d'écouter à présent Les Oies Sauvages, tirés de leur dernier album en date, À l'aube du printemps. Et je vous dis à dans un mois pour de nouvelles découvertes musicales. Elles arrivent au printemps sur les ailes du vent, par les routes de l'air. Drôle de géométrie, c'est un fil qui les lie dans leur vol angulaire. Tout unis à la chaîne, derrière loi capitaine qui connaît le chemin. Le nid originel, la toundra les appelle et guide leur instinct. Elles prendront la tête du peloton, le temps d'une gouvernance. Jusqu'au bout de leur force, elles bomberont le torse pour que le groupe avance. Une fois épuisée, la place sera cédée à un autre plus fort. Prend la queue de la file, fier de tous ses efforts. J'entends comme un appel. Une voix qui me répète que malgré les défaites, on a encore nos ailes. Quelle belle leçon que ces oiseaux nous font, obstinés et fidèles. Se console et qu'ensemble on s'envole dans les draps bleus du ciel. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Nous retrouvons Gabriel Fouquet qui interprète les poèmes de Frédéric de Cinquiaux dans notre rendez-vous poétique mensuel autour d'un verre. Une chronique
où elle nous partage son regard sur le monde à travers les réflexions d'un jeune couple, Frédéric et Romain. Ma chère Frédéric, avez-vous pu songer au prénom de ces êtres que l'on s'apprête à voir? Comment nommerez-vous ces fronts où chaque soir vous déposerez, mère, un baiser tout sucré? Le nom de la famille est déjà tout trouvé, qui est témoin des siècles, doit être préservé. Mais le prénom est autre, car il est un indice, une trace, un beau germe que souhaitent voir éclore les parrains, tout empreints de fièvre et de malice, qui décident ainsi de leur enfant du sort. Il est un long chemin, une route, un sentier, chargé de l'héritage des ancêtres passés. Mais il est devenir, futur, postérité, tout autant pour ces anges du haut du ciel tombé. Bien sûr, mon cher époux, j'y songe à chaque instant. Ce choix pour l'héritier sera déterminant. Ouvrez le secrétaire puis le calendrier, dictez-moi les prénoms, je veux m'en imprégner. De notre décision, nous serons responsables. Pas de prénom modeste, nous visons l'admirable. Avec du caractère, reflet d'un territoire, l'objet d'une vitrine, le sujet d'une histoire. Ces petits noms élus sont des gisements rares, des pièces d'un musée au milieu des barbares. Ils sont ce qu'il y a de plus fragile en France, la preuve de l'espoir, l'acte de résistance. C'est un combat mené contre chaque oppression, une lutte acharnée face à la suggestion. Le parti pris des pères. La prière des mères. Bien dit, ma belle épouse, mais je vois là pointer une contradiction que je veux soulever. Votre logique est noble et se défend très bien. Vous prônez les grandeurs de nos siècles anciens, en vertu d'un passé tout judéo-chrétien, mais ne craignez-vous pas d'omettre les païens, ces poètes à aide qui chantaient la nature? Font aussi bien partie de nos grandes cultures. Ils seront convoqués parmi les noms d'antan, car ils ont justifié par leurs œuvres un temps de l'histoire d'Europe, de notre continent, duquel nous sommes nés suite à l'enlèvement. Ainsi, vous n'acceptez que des prénoms marqués par l'ouvrage sacré du sceau d'Homère et Dieu? Ne daignez-vous pas lire sur la liste étriquée des attributs d'ailleurs aussi beaux que les cieux? Ajoutez l'exotisme à ce tableau classique, apporterez du souffle à vos choix fatidiques. Enfin, mon cher époux, que me chantez-vous là? Assez de bienséance qui nous mène au trépas. Quelle est la bête immonde qui s'est moquée de vous en insufflant bêtises et sotteries chez nous? Un nom est arrimé aux terres d'origine. Il ne vient pas d'ailleurs, mais de notre officine. Sous peine de troubler une eau si cristalline, il nous faut rejeter les propos de doctrine visant à effacer nos cultures divines. Le prénom? Nos racines. Merci à Gabriel Fouquet pour cette interprétation donc de ce passage autour d'un vers écrit par Frédéric de Saint-Quio. Alors, chers amis, nous sommes pile à l'heure. Je vois que notre invité qui est en visioconférence, Étienne Robaldo, vous êtes là, vous nous entendez, Étienne? Allez-y, parlez. Parlez-nous, il est là. Voilà, alors il nous parle d'un endroit béni des dieux, puisque c'est la Bourgogne, terre chérie d'Henri Vincenot. Il va nous parler d'un événement qui nous tient tout à fait à cœur, puisque vous êtes un des organisateurs avec le groupe Elix à Dijon, que vous allez rapidement nous présenter, d'un premier colloque consacré à la figure d'Henri Vincenot, le truculent poète bourguignon. En quelques mots, quel est cet événement pour que les auditeurs Radio Courtoisie notent la date, le lieu, etc. Bien sûr, eh bien, déjà bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Donc, rapidement, eh bien, Elix, nous sommes une communauté militante enracinée donc à Dijon et a fortiori en Bourgogne. L'idée du colloque vient depuis déjà quelques temps, puisqu'il y a 2 ans, on avait déjà organisé une randonnée sur les marches de Vincenot avec La Pourie, son endroit de lieu, mais aussi son lieu de mort, puisqu'il est enterré avec ses proches sur sa demeure. Et donc, nous avons décidé cette année de poursuivre ses traces en organisant cet événement, donc ce colloque, qui s'appelle Une œuvre indéracinable, qui aura lieu le 1er juin. En quelques mots, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, Henri Vincenot, vous pouvez nous le présenter, car c'est une figure, alors, moi que je connais un petit peu, qui est particulièrement importante, mais qui est malheureusement un peu méconnue des Français. Bien sûr, tout à fait. Donc rapidement, il s'agit d'un écrivain que l'on nomme le Père La Bourgogne. C'est un artiste qu'on peut considérer comme étant quelqu'un d'assez complet, parce qu'il est écrivain, mais il est également dessinateur, peintre, et même homme de théâtre. Il est avant tout un homme de la Bourgogne. Il fait partie, disons, des écrivains régionalistes, à l'instar peut-être de Frédéric Mistral ou encore de Marcel Pagnol.
C'est un amoureux de la Bourgogne dont il en est véritablement le chantre. Il défend l'identité de la région bourguignonne au travers de ses œuvres. La plupart des thèmes qu'il peut évoquer, il y en a un qui est fondateur, qui est véritablement un pilier, c'est celui de la vie paysanne contre le monde moderne. C'est véritablement ce qu'il développe, peut-être parfois de façon caricaturale, mais il le fait avec conviction. C'est un homme qui était proche de la forêt, des animaux, et qui a un dégoût du modernisme et de la modernisation. On le voit notamment dans ses œuvres telles que Les yeux en face des trous, où là, il s'oppose notamment, par exemple, sur les chaînes de production où tout est chronométré. Il est un véritable philosophe de la lenteur. Alors, il a été aussi, je crois, journaliste à la Vie du Rail. Il a été travaillé dans les chemins de fer, à la SNCF. Donc, il a vu finalement arriver une sorte de nouveau monde, pénétrer sa campagne. Et on parlait de révolution et de guerre anthropologique. Il a chroniqué cette révolution anthropologique qui arrivait dans la campagne bourguignonne. Ah, tout à fait. Il y a même les livres du rail. Hein, il en fait, vous avez tout à fait raison. Ça l'a tout à fait marqué. Et à ce modernisme, à cette mécanisation, il en fait une véritable contre-proposition, hein, qui est celle qui est une quête de liberté, disons de liberté paysanne, celle de la jouissance, même de l'amour, hein, l'amour du foyer, l'amour de son épouse et du seul amour de sa vie, André. L'œuvre de Cher, notamment, est véritablement un culte voué à la féminité, à la conjugalité, à la vie la dualité de l'homme et de la femme. C'est quelqu'un qui a là aussi, il est intéressant, toujours en opposition au modernisme, c'est que c'est quelqu'un qui a à cœur le sacré. Il fait le lien entre le paganisme et la chrétienté, jamais en tant qu'antagoniste, mais véritablement en tant que, comment dire, une lecture qui soit une poursuite naturelle entre nos deux héritages. Et il est vrai qu'Henri Vincenot c'était également un diplômé d'HEC, il a fait de grandes études. C'est pas quelqu'un qui était, disons, voué de nature à épouser la vie paysanne, mais il l'a pourtant fait. Il fait partie de ces auteurs qui ont participé à ce mouvement du retour à la vie paysanne dans la seconde moitié du XXe. Il a également, et là où il l'a véritablement incarné, c'était par son endroit de vie, sa maison, c'était La Pourrie. C'est quelque chose qu'il a construite avec sa famille pendant 30 ans, avec ses enfants. Et c'est-à-dire que même partir en vacances, enfin, même là, il refuse la modernité. Hein, on le faisait en... Il était rustique, il était voire rustre des fois. J'avais lu un de ses romans qui s'appelait, justement, vous parlez de La Pourrie, Prélude à l'aventure. Qui raconte l'installation dans La Pourrie, donc cette petite maison, hein, qui est pas très grande, mais où on trouve effectivement les tombes d'Henri Vincenot et de ses enfants, avec 3 magnifiques croix celtiques d'ailleurs. Dans Prélude à l'aventure, il y avait un passage qui m'avait marqué. Il dit il est 6 h du matin, ma femme est dehors, elle casse la glace pour récupérer l'eau du puits, je l'aime. Ça m'avait fait rigoler. Donc ouais, Prélude à l'aventure, mais il est connu aussi pour les étoiles de Compostelle, le pape des escargots. Il y a ce côté aussi très riche de la langue française et de l'imaginaire. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que Vincenot a aussi connu il a connu l'école républicaine qui mettait à mal les langues régionales, le patois. Vous avez tout à fait raison dans cet imaginaire, dans cette langue totalement vivante. Il faut l'imaginer, rouler les airs chaque fois qu'il y en a un qui peut se trouver dans un mot. Il fait vivre la langue. Et à une époque où la lecture n'est plus une activité dominante, je pense qu'il est important de toujours se réapproprier, continuer de faire vivre ces auteurs, tels qu'Henri Vincenot. En tout cas, c'est une initiative, vous restez avec nous, mais que vraiment, j'invite... Oui, Gabriel ?
Excusez-moi, je voulais pas vous interrompre. Je voulais juste Vous savoir avez le droit à la quel était, parole quand vous voulez. Ah, c'est Gabrielle. gentil. Quel était le programme de ce colloque, puisque le personnage a l'air quand même fort sympathique. Donc, qu'est-ce que vous nous proposez pour le rencontrer vraiment? Bien sûr. Donc, le programme de la journée, donc on commencerait la journée à 11 heures. Les invités pourraient venir à partir de ce moment-là. Ça sera l'occasion de se réunir, de se rencontrer, de déjà un petit peu faire communauté. Il y aura possibilité, bien sûr, de manger. Il y aura une buvette qui sera présente, une buvette qui sera composée de nourriture qui seront faites sur place. Et à partir de 14 heures, les conférences, en fait, vont commencer. Donc, les conférences vont s'articuler autour de 3 thèmes que seront l'écologie, l'enracinement et le sacré. Donc, ce sont 3 thèmes que nous n'avons pas choisis de façon militante, mais bel et bien parce qu'elles collent et elles sont chères, en fait, à Henri Vincenot. Les conférenciers qui ont été choisis sont des camarades pour plusieurs raisons. La première évidente, c'est qu'ils représentent une jeunesse qui peut mettre en application les enseignements d'Henri Vincenot. On a des chasseurs, on a aussi des personnes qui sont maraîchers de formation. Et la découverte de Vincenot, pour la plupart, dont moi, malgré le fait que je sois un citadin forcené, ont véritablement été une gifle, quitte à remettre en cause son mode de vie, notre mode de consommation. Donc nos conférenciers vont se baser sur ces 3 thèmes, et une fois que les conférences seront terminées, il y aura une table ronde qui sera organisée afin de finaliser le cercle de conférences et de permettre à chaque invité d'avoir peut-être même une critique qui peut être faite à son œuvre, ne pas tomber dans l'écueil du survivalisme, mais véritablement d'une vie paysanne saine. Je me tourne vers Raphaël et moi qui est derrière. Pour une fois que je l'ai dans le studio, je crois que Henri Vincenot, vous connaissez bien son œuvre. Un petit peu, mais surtout en fait, je lui vois des similitudes énormes avec moi, mon auteur de prédilection, Frédéric Mistral, puisque il s'inscrit un peu dans la même mouvance littéraire, culturelle, qu'on pourrait même traduire politiquement. Tout à l'heure, tu parlais de la langue. On sait que Mistral, sa doctrine, c'était qui tient la langue, tient la clé. Il crée tout départ d'un sentiment national, d'un sentiment d'appartenance culturelle, d'appartenance identitaire à la langue. Donc moi, à titre personnel, Henri Vincenot, c'est pas un auteur que j'ai beaucoup travaillé, mais je lui sais des proximités idéologiques, philosophiques avec Mistral, et je ne peux qu'encourager Elix et son association à construire un colloque. Ça fait partie de ce panthéon des auteurs qui chantent tout simplement nos racines, qui chantent notre langue, qui chantent notre sacré, vous l'avez évoqué, ça devrait être étudié à l'école, tout simplement, et c'est pas le cas, il y a vraiment un scandale, et donc voilà, on peut remercier vraiment Elix de prendre cette initiative, de remettre Henri Vincenot, qui est peu connu, qui est un peu abandonné, même par ses fils en Bourgogne. C'est quand même triste. Donc il y a vraiment, j'encourage tous les auditeurs de Radio Courtoisie, et je sais que beaucoup le lisent. En tout cas, pour tous les Bourguignons, vous rapprochez donc du groupe Elix. Les gens intéressés, comment font-ils pour vous contacter? Ils peuvent directement nous contacter sur nos réseaux sociaux, donc Elix Dijon, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram. Nous avons aussi une adresse mail qui est ouverte. Donc celle-ci est hlxdjn pour Elix Dijon, @protonmail.com. Et il y aura la possibilité de prendre 2 types de places, soit participer aux conférences à la journée, de pouvoir venir, puisqu'une fois que les conférences seront terminées, il y aura la possibilité de faire des activités en plein air sur l'endroit que nous aurons choisi, et aussi participer à un banquet enraciné où danses traditionnelles et chants bourguignons seront de mise. Voilà, l'invitation est lancée, venez nombreux, venez en famille, c'est en Bourgogne, c'est le samedi 1er juin, au programme l'écologie, le sacré et l'enracinement. Le truculent Vincenot est à l'honneur grâce à Elix. Merci à Étienne Robaldo, un des organisateurs, d'avoir été avec nous. Donc je compte sur vous, chers amis de Radio Courtoisie, pour vous rendre en Bourgogne. Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne.
nous arrivons au terme de cette émission et vous le savez, puisque vous êtes de fidèles auditeurs du libre journal Vive la civilisation européenne, que nous finissons toujours par Radio Le Nid, la radio des entreprises enracinées. Radio Le Nid, la chronique des entreprises positives et enracinées. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans Radio Le Nid, la chronique des entreprises positives et enracinées. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour tous les entrepreneurs, à savoir le financement. Tous ceux qui cherchent à monter une entreprise ou une association d'envergure sont confrontés à ce problème. Comment trouver les fonds nécessaires au lancement de mon activité? Comment réussir à atteindre le seuil de rentabilité en gardant une trésorerie à flot? Pour répondre à ce besoin impérieux, notre incubateur organise sa première soirée des entreprises enracinées le jeudi 20 juin à Paris. Les porteurs de projets vont pouvoir pitcher, c'est-à-dire présenter en 5 minutes leur entreprise ou leur association pour convaincre un parterre d'investisseurs et de mécènes potentiels de les financer. Exercice difficile qui demande des compétences sur la forme, éloquence, articulation, ton convaincant, bref, il faut réussir une prise de parole en public. Et des compétences sur le fond. Sur le fond, il s'agit certes de prouver que l'idée est bonne, mais surtout que l'entreprise pourra être rentable, voire très rentable, et que l'équipe qui porte le projet est la bonne pour le mener à bien. Il reste encore quelques places si vous souhaitez investir ou défiscaliser par le don à des associations enracinées. Pour vous inscrire, contactez-nous à l'adresse suivante, contact@incubateurlenid.fr. Si vous avez un projet à financer ou que vous souhaitez apprendre à mieux le présenter, nous serons ravis de vous accompagner sur votre levée de fonds le 20 juin ou plus tard. Contactez-nous toujours à l'adresse suivante, contact@incubateurlenid.fr. À bientôt sur Radio Le Nid, la chronique des entreprises positives et enracinées. 1 milliard par an. Vous connaissez ce chiffre? Donc, Thibaut Carlizan va peut-être me contredire, mais je crois aux dernières nouvelles que c'est le budget que Soros utilise pour financer, arroser des associations, des ONG. Et la première partie de cette émission nous a permis de voir quelles étaient l'influence de ces associations, de ces ONG. Alors, à nous de prendre aussi nos responsabilités. On ne peut pas que décortiquer, on l'a très bien fait aujourd'hui, comment finalement ces agents d'influence fonctionnent. À nous d'aider les associations, les entreprises, les ONG qui vont dans le bon sens. C'est ce que propose le NID. Ce sont des projets qui vont pitcher, donc présenter leur activité. Ce sont des associations culturelles, ce sont des associations médiatiques, ce sont des projets sociaux, économiques. Ils cherchent des financements, ils cherchent des mentors, ils cherchent des experts. C'est le 20 juin à Paris. Je sais qu'au sein de Radio Courtoisie, vous n'êtes pas passif, vous êtes actif. Donc vous pouvez vous rendre, vous inscrire sur contact@incubateurlenid pour vous inscrire et donc financer. Vous venez avec votre chéquier, les poches pleines, et vous faites une action utile en finançant ces entreprises enracinées. Voilà, c'était Radio Le Nid. Je vous remercie pour votre attention à tous. Nous nous retrouvons dans 4 semaines, un mois. Je vais faire un dernier tour de table, puisqu'on me dit en régie qu'il me reste 2 minutes. C'est moi qui suis allé trop vite pour une fois. Fabien Bouglet, peut-être que ça vous a inspiré un petit mot de conclusion? Oui, tout à fait. Je dirais un peu comme Monsieur Bolloré qui investit dans différents médias qui ne sont pas forcément des médias de droite, mais qui fait de ces médias des médias qui ont une influence sur la vie politique. Je pense qu'il appartient aux personnes qui ont de l'argent. L'argent, ça sert aussi à transformer la société. Et il faut aussi consacrer une partie de son argent, consacrer une partie de son temps à des projets, à soutenir des personnes qui vont dans le bon chemin. C'est aussi comme ça qu'on va changer la société. Vous pouvez donc aider dans le cadre de l'incubateur. Vous pouvez donner à notre chère Radio Courtoisie. Vous pouvez donner à l'Institut Iliade. Personne, et là on est dans les impôts, ne doit se retrouver avec un impôt qui n'est pas 1 euro, qui n'est pas totalement défiscalisé. C'est un message vraiment que je vous lance, parce que j'en ai encore rencontré un la dernière fois,
qui découvraient qu'ils pouvaient défiscaliser. Donc votre impôt, quand il n'est pas donné, il sert à des actions qui vont contre vos intérêts. Donc utilisez bien votre argent, c'est une action simple et logique. Merci à tous et à très bientôt. Vous venez d'entendre le Libre Journal du lundi soir, dirigé par Pierre-Alexandre Bouclet, puis Romain Petitjean, diffusé en direct le lundi 13 mai 2024 de 18h à 21h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Et je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.